Olivier Best, bonjour. Bonjour. Vous êtes député du Haut-Rhin et vous êtes président du groupe Agir, une des composantes de la majorité à l'Assemblée nationale. Bonne nouvelle, le couvre-feu disparaîtra lundi pour la fête de la musique. Le masque n'est plus obligatoire dans la rue depuis aujourd'hui. Est-ce un cadeau du gouvernement ou est-ce une imprudence du gouvernement? Je pense que c'est ni un cadeau ni une imprudence. D'abord, c'est une bonne nouvelle qui correspond à l'état de la situation sanitaire, puisque nous avons un taux d'incidence qui est passé désormais sous la barre des 50. Et puis quelque part, c'est aussi logique. Euh, Regardons la question du masque. On voit tous que nous sommes tous attablés aux terrasses, voilà, Sans masque? parfois à moins d'un mètre de distance. Donc, si vous voulez, si on ne se contamine pas à moins d'un mètre de distance sur une terrasse sans masque, on ne risque pas de se contaminer à 2 mètres de distance en marchant dans la rue. Alors, il y a les bons chiffres de l'épidémie, il y a aussi la pression sociale qui a joué. On l'a vu après le match de foot de mardi. Voilà, c'était Alors, plus tenable oui, politiquement presque. ça c'est plus vrai sur le couvre-feu. Mais si vous voulez, sur le couvre-feu, il y a une logique aussi. On voit tous aujourd'hui, on profite de la vie entre amis, en famille, entre 20h et 23h pour se réunir. On profite aussi des beaux jours de l'été. Si vous ne vous contaminez pas, enfin, ou si vous vous contaminez, entre nous soit dit, entre 20h et 23h, c'est pas en restant une heure de plus après 23h qu'on aggrave ou qu'on diminue les risques. Donc, tout ça, c'est de la logique. Et je pense que cette logique, elle est la bienvenue, parce que c'est ce qu'attendent aujourd'hui nos concitoyens pour retrouver une vie normale. Selon certains docteurs, comme par exemple Martin Blachier, il y a un moyen d'en finir complètement avec la Covid, c'est de décréter la vaccination obligatoire pour aller chercher les 10-15% de récalcitrants qui peuvent empêcher l'immunité collective. Y êtes-vous favorable aujourd'hui ou à la rentrée? Alors, moi, je ne suis pas favorable à la vaccination obligatoire. Je l'ai dit au moment où nous avions voté cette campagne vaccinale à l'Assemblée nationale. Nous sommes effectivement sur un vaccin, et c'est une prouesse scientifique extraordinaire qui a été mis au point en moins d'un an. Bon. Aujourd'hui, ça semble marcher. C'est bien. Et moi, je suis vacciné, j'ai fait les 2 doses, et j'invite l'ensemble de mes concitoyens à le faire. Par civisme et puis pour eux. D'abord pour eux, parce que ça permet de se protéger contre les formes graves de la maladie, ça permet aussi de protéger quelque part ses proches, parce qu'on sait maintenant que le virus est moins transmissible chez une personne vaccinée que non vaccinée, et puis c'est une responsabilité collective vis-à-vis de l'ensemble de la population. Je pense qu'aujourd'hui, on a 2 conseils à donner à nos concitoyens. Le premier, c'est faites-vous vacciner. Vaccinons tout le monde le plus rapidement possible, mais ça doit rester de la responsabilité individuelle de chacun. Quitte à prendre le risque qu'une minorité empêche le résultat des efforts collectifs. Oui, parce que nous sommes dans un pays de liberté et que nous n'avons pas aujourd'hui le recul nécessaire pour dire quels sont les effets à long terme de ce vaccin. Donc, soit doit rester de la responsabilité individuelle, mais aussi pour le collectif. Et le deuxième conseil qu'on peut dire aux gens, c'est attention, ne lâchons pas les freins trop vite. Autant le masque semble ne plus être nécessaire à l'extérieur, autant en intérieur, dans des milieux notamment qui ne sont pas ou peu ventilés, lorsque les fenêtres ne sont pas grandes ouvertes, lorsque les distances ne sont pas respectées, le virus peut circuler. Et donc, si on lâche les freins trop vite en se disant ça y est, c'est bon, l'épidémie est derrière nous, on se retrouve dans la même situation qu'à l'été dernier, c'est-à-dire qu'on part tous en vacances en disant youpi, on fait la fête, c'est la fin du Covid, et puis on se retrouve à la rentrée avec un risque de reprise épidémique et donc de reconfinement. Donc ne lâchons pas les freins trop vite. Quand on est en pente, si on lâche les freins trop vite, on se prend le mur. Il y a aussi l'enjeu économique désormais. Dans le Haut-Rhin, par exemple, chez vous, est-ce que le rebond économique vous semble réel et durable? Alors, réel, oui, grâce notamment à la politique du gouvernement voulue par le président de la République. Nous avons, je pense, protégé, nous sommes la nation qui est, je pense, le mieux protégée. Ses entreprises, Et ces mais travailleurs aussi ses avec... travailleurs et ses citoyens au monde, pas simplement en Europe, mais au monde. Bon. Donc on voit, on a moins de faillites en 2020 Qu'une qu'on année en a normale, eu oui. en 2019. Donc on a Bon, entretenu voilà. artificiellement un peu des entreprises. Donc Mais bien entendu. on va le payer à un Mais moment donné. bien entendu. Alors maintenant, l'épreuve de vérité, c'est lorsque l'on va supprimer progressivement les aides pour reprendre une activité normale. Est-ce que derrière, tout cela tient? Et ça, si vous voulez, c'est le mécanisme économique, c'est la confiance.
hein. C'est-à-dire que si les gens ont confiance et que on consomme, y compris en consommant français, que les entreprises ont confiance, donc elles continuent à investir pour produire, qu'on a l'effet également du plan de relance avec un espèce de New Deal vert où les entreprises se disent c'est le moment de transformer notre process industriel pour décarboner nos produits et la production, alors on peut avoir, oui, une vraie reprise économique forte, puissante et durable. Il y a aussi le bilan démocratique de cette pandémie. Est-ce que le Parlement n'a pas trop cédé ses pouvoirs à l'exécutif en cette période? Ah non, je ne pense pas. Moi, je pense très sincèrement tout le contraire. Je pense, si vous voulez, il n'y a aucune mesure, aucune, qui a été prise dans ce pays, qui n'ait pas été à un moment ou un autre validée ou rendue possible avec l'accord du Parlement. Malgré l'état d'urgence. Malgré l'état d'urgence a été voté, si vous vouliez, il y a eu 8 lois d'état d'urgence sanitaire, 8 textes qui ont été votés par le Parlement. Donc c'est le Parlement qui a donné son accord, qui a donné au gouvernement, alors évidemment pas dans le détail des mesures, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit le confinement c'est tel jour et le couvre-feu à telle heure, etc. Mais nous avons validé à chaque étape avec des commissions et des commissions d'enquête, des commissions de contrôle, etc., qui ont permis un véritable contrôle de l'exécutif. Je pense que jamais dans une période de crise, un exécutif n'aura autant rendu des comptes au Parlement. Nous sommes à 3 jours des élections régionales. Quelles sont les aspirations d'une formation comme la vôtre? C'est participer à des coalitions avec En Marche, mais aussi avec la droite dans les régions où ce sera possible? Alors, nous avons joué le jeu de la majorité. Nous avons été présents partout sur les listes de la majorité présidentielle avec nos collègues de l'AREM et nos collègues du MoDem. Nous avons proposé des projets pour les régions. Ces projets sont compatibles avec un certain nombre d'autres composantes. Il y a des alliances possibles au second tour. Il y a des alliances qui ont été faites au premier tour. Il y a des alliances qui seront peut-être faites au second tour en fonction des résultats. Je pense qu'il y a aujourd'hui 2 impératifs. Le premier, c'est de respecter le choix des électeurs, c'est-à-dire que la stratégie du deuxième tour dépendra des résultats du premier tour. Et la deuxième chose, c'est évidemment de faire en sorte que nous n'ayons pas de régions qui basculent au Rassemblement national. Vous savez, moi j'étais président de la LICRA Jeune quand j'étais jeune étudiant à Sciences Po à Strasbourg. Je suis évidemment extrêmement attaché à ce qu'aucun parti qui est notamment fondé sur des valeurs de rejet, parfois même de xénophobie, ne puisse demain prendre une région. Alors l'arme absolue, en 2015, on l'avait, c'était le Front républicain. Certains se retiraient, d'autres fusionnaient, et ça a marché. Est-ce qu'il faut faire la même chose cette fois-ci, restaurer le Front républicain? Est-ce que c'est un impératif? Et prenons un exemple concret. Dans votre région, le Grand Est, entre Brigitte Klinkert et Jean Rottner, doit-il y avoir une alliance, une fusion des listes pour battre Laurent Jacobelli? Eh bien, écoutez, on le verra au soir du premier tour. Moi, ce que j'espère, c'est que la liste de Brigitte Klinkert soit largement devant et que cette question-là ne se pose pas. C'est pas la tendance des derniers sondages, mais bon, on verra dimanche. Vous savez, les sondages souvent se sont trompés. Donc, on verra en fonction du résultat. Si c'est Jean Rottner qui est devant, alors le dialogue se fera avec Jean Rottner. Mais il est évident que moi, je ne peux pas souhaiter, en tant qu'habitant du Grand Est, être dans une région qui demain soit gouvernée par M. Jacobelli. Quand on voit les projets politiques dans le Grand Est, mais aussi dans l'Aquitaine ou en Centre-Val de Loire, il n'y a rien de rédhibitoire entre une certaine droite et la majorité. Il peut y avoir des projets différents, des visions différentes. C'est le cas entre Brigitte Klinkert et Jean Rottner. Brigitte Klinkert a une liste qui est beaucoup plus axée sur les territoires, avec une capacité non pas à recréer véritablement les anciennes régions, mais en tout cas à déléguer largement les compétences sur les anciens territoires, en proximité. Jean Rottner n'a pas tout à fait la même vision, mais ce sont des visions qui ne sont pas incompatibles sur le fond par rapport au projet de M. Jacobelli. Et c'est ça qui doit nous déterminer. Au lendemain des régionales, il y aura un remaniement parce que certains ministres seront peut-être élus et choisiront d'aller vers la collectivité. Est-ce qu'il faut aller plus loin et changer de Premier ministre parce qu'on rentre dans une nouvelle phase après l'épidémie?
la campagne présidentielle, un nouveau projet à bâtir? Alors, d'abord, ce n'est pas à moi de le décider. Mais la majorité peut faire entendre sa voix. C'est au président de la République. Moi, je considère que Jean Castex est un très bon Premier ministre. Je pense que c'est quelqu'un qui fait le job, comme on dit, qui a le courage de mouiller la chemise, qui est un bon animateur de la majorité. Pour moi, il a toute ma confiance pour terminer le quinquennat. Y compris avec une phase Voilà. de campagne présidentielle qui va être intense. Après, c'est au président de la République, vous le savez bien, en Ve République, de faire ce choix. Si le président de la République devait faire un autre choix, eh bien, la majorité se rassemblerait derrière le ou la Premier ministre qu'il choisirait. Je crois que ce qui est important, si vous voulez, pour aller à la campagne présidentielle, aujourd'hui, ce n'est pas simplement des questions d'hommes ou de femmes. Le cœur du sujet, c'est le projet. C'est quel projet de société nous allons opposer et présenter, proposer aux Françaises et aux Français en 2022. On aura l'extrême droite, Marine Le Pen, aura un projet de société. Ce qu'elle propose, c'est de transformer la France en une sorte d'Amérique de Trump. C'est la France du repli, c'est la France des murs qui sont censés nous protéger, mais qui en réalité ne nous protègent de rien, mais empêchent nos produits, nos citoyens, etc., de sortir. Face à cette France du repli proposée par le Rassemblement national, cette France du déclin aussi, nous devons proposer un projet progressiste, un nouveau modèle économique, social, environnemental. Cette crise, c'est aussi l'occasion de tout réinventer. Alors, Voilà, c'est l'occasion de se dire, essayons de le faire. Notre pays s'est toujours transformé dans la crise. Généralement, c'est la guerre ou la révolution. Là, on a l'occasion de faire quelque chose de totalement inédit, et sur les ruines, entre guillemets, d'une grande crise sanitaire, eh bien, nous pouvons réinventer un nouveau modèle de société plus respectueux, plus prospère, plus juste, plus fraternel aussi, respectueux de l'humain et de la planète. Je pense que pour la majorité présidentielle, c'est ça l'enjeu. Alors justement, je lis dans Le Point que vous seriez agacé. Si le récit s'écrit sans nous, il se fera peut-être sans nous. Est-ce que vous êtes agacé du silence de l'Élysée ? Je suis, si vous voulez, non pas agacé, je suis déçu du fait qu'aujourd'hui, au niveau de la majorité, nous n'arrivions pas à travailler ensemble à l'élaboration de ce projet. C'est au président de prendre l'initiative, c'est pas le parti. C'est au président de prendre l'initiative, de dire écoutez, et je pense que c'est quelque chose qui dépasse les questions de personne. C'est pas simplement la personnalité du président de la République. Quel que soit, parce que le président de la République n'a pas encore fait connaître sa décision, est-ce qu'il sera candidat ou pas candidat ? Il est en Picardie aujourd'hui, il est en campagne. Il est le candidat légitime de la majorité. Voilà. Et moi, je souhaite qu'il le soit. Bon. Toujours est-il qu'il faudra, à partir du moment où nous voulons être candidats à l'élection présidentielle sous la bannière d'Emmanuel Macron, eh bien, nous devons avoir un projet de société. Ce ne sont pas une liste de propositions établies en catimini sur un coin de table par 4-5 personnes à l'Élysée. C'est quelque chose qui doit rassembler très largement, qui doit être un projet pour tous les Français, pour toutes les Françaises, un projet de progrès, un projet qui dessine une vision du monde. La bonne date, c'est cet automne, la rentrée, Noël ? Moi, je pense qu'il faut commencer le plus tôt possible, parce que si on veut faire cet effort également d'associer les Françaises et les Français à l'élaboration de ce projet, il faut qu'on le fasse le plus tôt possible. Encore une fois, le projet doit précéder la candidature de l'homme ou de la femme. Olivier Becht, vous étiez l'invité pour le jour du 40e anniversaire de Radio J. Donc bon anniversaire à tous les auditeurs et à tous les collaborateurs de la radio. Bon anniversaire à Radio J. Et bonne journée à vous. Merci beaucoup.